Bonjour et bienvenue dans ce premier cours vidéo pour les spécialités SVT en première. Il s'intéressera au thème corps humain et santé et plus particulièrement à la partie le fonctionnement du système immunitaire humain. Au sommaire de cette vidéo, nous commencerons tout d'abord par un petit questionnaire de révision et nous passerons ensuite au développement avec le premier chapitre de cette partie. Nous passons donc tout d'abord au quiz avec une bonne réponse parmi les 4 proposées pour chaque question. Première question. La phagocytose est un mécanisme permettant A. L'élimination des pathogènes, B. La sortie des vaisseaux sanguins, C. La destruction des cellules infectées, D. L'élimination des cellules cancéreuses. La bonne réponse était ici effectivement la réponse A, puisque les phagocytes vont englober les pathogènes, bactéries ou virus, pour ensuite les faire disparaître de l'organisme. La réponse B est fausse, puisque ce sont les médiateurs chimiques de l'inflammation qui vont permettre la sortie des vaisseaux sanguins des globules blancs vers le site de l'inflammation. La réponse C est fausse également, puisque la destruction des cellules infectées va être réalisée par des lymphocytes. Enfin, la réponse D est également fausse, puisque c'est un autre mécanisme d'élimination qui détruira les cellules cancéreuses. Question numéro 2. Les médiateurs de l'inflammation sont réponse A, des organites, réponse B, des cellules, réponse C, libérés par des globules rouges, réponse D, libérés par des globules blancs. La bonne réponse ici est la réponse D. En effet, les organites sont des compartiments intracellulaires présents dans le cytoplasme des cellules. Les médiateurs chimiques de l'inflammation sont de plus des molécules et donc non pas des cellules, ce qui implique que la réponse B est fausse. Et enfin, les globules rouges sont responsables du transport du dioxygène dans le sang et non pas de la réponse immunitaire, c'est pourquoi la réponse C est également fausse. Question numéro 3. La vasodilatation déclenche A. La rougeur, B. La douleur, C. La cicatrisation, D. La coagulation. La bonne réponse est donc la réponse A, la rougeur, qui est un des symptômes de l'inflammation. La douleur est aussi un des symptômes de l'inflammation, mais est provoquée par la libération de médiateurs chimiques de l'inflammation. La cicatrisation et la coagulation interviennent pour éliminer la perte de sang en cas de blessure. Question 4. Les cellules sentinelles A. Sont activées par des anticorps, B. Sont activées par des signaux nerveux, C. Sont activées par des antigènes, D. Sont activées par des hormones. La bonne réponse est cette fois-ci la réponse C. En effet, les cellules sentinelles portent bien leur nom et sont là en surveillance en cas d'intrusion par des pathogènes étrangers. Ils ne sont pas activés par des anticorps, mais par des antigènes, justement, et ne sont pas activés par des signaux nerveux, mais par la reconnaissance moléculaire des antigènes sur leurs récepteurs à leur membrane, et donc du coup ne sont pas non plus activés par des hormones. Ce petit questionnaire étant terminé, nous pouvons commencer le début du thème avec le premier chapitre du thème corps humain et santé qui va s'intéresser donc à la réponse inflammatoire innée. Avant d'en arriver là, nous allons réviser quelques termes ensemble. Le terme leucocyte. Ça désigne en fait les globules blancs de l'organisme. Ce sont donc les cellules du système immunitaire. Il y a donc plein de types de leucocytes différents qui interviennent à différents niveaux de la réponse immunitaire, que ce soit la réponse immunitaire innée ou la réponse immunitaire adaptative qui, elle, est plus tardive. Qu'est-ce que la phagocytose ? C'est le processus d'élimination des pathogènes par les cellules phagocytaires qui vont englober les pathogènes et vont ensuite les faire disparaître à l'aide d'enzymes. Qu'est-ce que la lymphe ? La lymphe est un liquide incolore qui est dérivé du sang et qui va donc baigner toutes les cellules du corps humain comme le liquide sanguin finalement. Sur le trajet de ces vaisseaux lymphatiques se trouvent donc des ganglions qui gonflent en cas d'infection. Ce sont en effet des lieux carrefours où vont se réunir les cellules du système immunitaire en cas de réponse immunitaire adaptative.
Maintenant que ces termes ont été ici définis, nous allons donc pouvoir commencer avec une introduction sur la réponse immunitaire inflammatoire. Nous pouvons donc étudier le cas d'un patient qui souffre d'une inflammation suite à une blessure alors qu'il travaille dans son jardin. Il constate que sa plaie est douloureuse, rouge, gonflée, avec formation de pus. Inquiet donc, le patient va donc aller consulter son médecin. Ce dernier lui indique qu'il s'agit des symptômes d'une inflammation. Il faut savoir que l'inflammation a été découverte très tôt dans l'histoire des sciences, puisque c'est à l'époque de l'Antiquité romaine que le Cornelius Celsus a défini les 4 symptômes stéréotypés de l'inflammation. La rougeur, la tuméfaction qu'on peut également qualifier de gonflement, la chaleur et la douleur. Ces 4 symptômes seront systématiquement présents en cas d'une inflammation constatée chez un patient. Quelle est l'origine des différents symptômes de l'inflammation ? Si on étudie différents documents correspondant à une personne qui souffre d'une inflammation, nous allons donc pouvoir constater différentes choses. Tout d'abord, si on regarde les résultats d'une prise de sang d'un patient qui souffre d'une inflammation aiguë, on peut remarquer que la quantité de leucocytes dans le sang va être très importante, beaucoup plus qu'en absence d'inflammation. Si ensuite nous comparons une coupe microscopique d'une peau saine avec celle d'une peau atteinte d'inflammation, nous allons pouvoir observer la présence de cellules de l'immunité, notamment des granulocytes qui vont être présents au niveau de la plaie. Ces granulocytes vont notamment être accolés à la paroi des globules rouges, donc n'oublions pas que lors d'une inflammation, la rougeur est bien provoquée par une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du diamètre qui permet donc une augmentation du débit sanguin au niveau de la plaie, par exemple, et ce qui permet donc l'arrivée beaucoup plus importante de globules blancs. De plus, donc, si on regarde les cellules sentinelles ainsi que les molécules qui sont émises par celles-ci, on peut s'apercevoir que sur les cellules sentinelles, il y a justement des récepteurs de l'immunité innée qui vont détecter la présence de pathogènes. Ce qu'il en résulte, c'est la libération de médiateurs chimiques de l'inflammation. Il en existe de différents types en fonction des leucocytes qui vont les libérer, par exemple les granulocytes. Ces molécules médiatrices vont permettre le recrutement d'autres leucocytes, et donc ça va faire arriver encore plus de leucocytes au niveau du site de l'inflammation. Les leucocytes qui ont donc été appelés par les médiateurs vont donc du coup commencer à phagocyter le pathogène qui est présent dans l'organisme, ce qui permet donc de restaurer le site de l'inflammation en éliminant donc les pathogènes. Les médiateurs chimiques de l'inflammation, qu'est-ce que c'est ? Il en existe un très grand nombre de médiateurs chimiques. Par exemple, les cytokines, c'est une grande famille de molécules qui sont synthétisées par les cellules du système immunitaire. Il en existe de toutes sortes de cytokines, comme le TNF par exemple, ou encore les interleukines qui permettent la coopération entre les cellules immunitaires. La réaction inflammatoire aiguë est donc caractérisée par des symptômes stéréotypés. Je rappelle la rougeur, la douleur, le gonflement et la chaleur. Justement, ces symptômes de douleur et de chaleur peuvent être désagréables, voire dangereux pour le patient. Comment limiter donc ces symptômes s'ils deviennent trop importants pour le patient ? Un médecin va donc pouvoir prescrire un médicament, de l'aspirine, pour que son patient puisse avoir des symptômes de l'inflammation qui soient diminués. Quel est le mode d'action de l'aspirine ? Alors l'aspirine est un anti-inflammatoire. Nous pouvons le voir ici, puisque nous mesurons dans ce graphique le taux sanguin de médiateurs chimiques de l'inflammation. Nous voyons qu'avant le traitement, nous avons donc le taux de base de ce médiateur chimique. Puis au jour 1, nous remarquons une très forte baisse, qui continue au jour 3, puis au jour 5. Il y a donc bien une diminution notable des médiateurs chimiques de l'inflammation en cas de prise d'aspirine, qui, je le rappelle, est un anti-inflammatoire. Comment va agir l'aspirine pour limiter l'inflammation ? Pour comprendre cela, il faut comprendre la voie de biosynthèse d'un médiateur chimique de l'inflammation, par exemple la prostaglandine. La prostaglandine est donc libérée par des leucocytes et va donc être responsable de fièvre, de vasodilatation et de douleur notamment. C'est donc ça qu'on cherche à diminuer. Pour synthétiser la prostaglandine, il faut qu'une enzyme, la cyclooxygénase, agisse sur l'acide arachidonique. L'acide arachidonique est donc le substrat qui est donc spécifique de la cyclooxygénase.
Lorsque le substrat est fixé à cette enzyme, eh bien l'acide arachidonique va donc être converti en prostaglandine. C'est là que va agir l'aspirine. En effet, l'aspirine va bloquer la fixation de l'acide arachidonique à son enzyme, donc la cyclooxygénase. Si l'acide arachidonique ne peut plus se fixer à son enzyme, il ne pourra plus être converti en prostaglandine et donc les symptômes de l'inflammation vont donc être diminués.